Alors bonjour, bienvenue à ce 8e cours de littérature française des 17e et 18e siècles consacré à la crise de la conscience européenne. Le titre n'est pas de moi, il est de Paul Hazard, un grand historien mort en 1944, je pense, qui était d'ailleurs à l'Académie française, le siège 11, je crois. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le 18e siècle et nous allons nous référer à lui tout au long de la période. Je vous accueille aujourd'hui dans un intérieur Louis XV plutôt, j'allais dire Louis XVI, mais c'est Louis XV, et c'est dans l'hôtel de la Marine, en fait, place de la Concorde, anciennement place Louis XV. Alors, vous comprenez le lien, ça a été construit sous Louis XV, et donc c'est un peu pour lui rendre hommage là, que j'ai choisi cet intérieur. Alors, on est au retour de la relâche, et ça fait des drôles de choses au cerveau, la relâche, et la lubie m'a pris comme ça de donner le cours en costume d'époque, un peu pour vous mettre dans l'esprit de ce à quoi pouvait ressembler le 18e siècle. On va voir des images, on va voir des personnages, des grandes figures de ce siècle, et aussi pour mettre en valeur le travail de ma conjointe qui est la couturière, donc c'est chargée de ce costume, alors avec tout le détail de dentelle. Il y a de ça plus de 20 ans maintenant. Alors, ça tient bon, ça tient le coup depuis tout ce temps-là, avec un chapeau, un tricorne qui est tout à fait de l'époque. Alors, c'est comme ça qu'on s'habillait à l'époque. Ça vous situe un petit peu pour vous placer dans le siècle, dans l'horizon du siècle. Alors, je vais partager tout de suite avec vous la présentation d'aujourd'hui. C'est ici. Et ça devrait ressembler à ça. Voilà. Alors, nous sommes justement place de la Concorde. Cette fontaine que vous voyez derrière moi nous situe un petit peu. Il y a l'obélisque qu'on ne voit pas, mais qui d'ordinaire là, se dresse là, et qui donne une vue d'un côté sur la Tour Eiffel, entre autres. Et puis de l'autre, vous avez derrière moi, en arrière-plan, la Madeleine, l'église de la Madeleine, ce qui était l'église préférée de Napoléon, pour se situer, Napoléon Ier. Alors, vous avez de ce côté l'hôtel de la Marine et de l'autre l'hôtel de la Monnaie, bâtiment construit au 18e siècle sous Louis XV. Alors, c'est l'architecture, finalement, qui va illustrer un petit peu notre propos aujourd'hui. Je vous présente donc le titre du cours, La crise de la conscience européenne, tiré donc du titre d'un ouvrage de Paul Hazard. Et le sommaire, comme d'ordinaire, quand je passe d'une période à l'autre, je commence par le contexte socio-historique. Alors, l'idée, c'est de brosser une toile de fond pour par la suite vous présenter les différents personnages, les grandes vedettes dont on va parler au cours des prochains cours. On va dire quelques mots de chacun. Vous allez voir passer rapidement Voltaire, Rousseau, David Hume, Locke, etc., etc. Ce sont des gens sur lesquels on va revenir constamment et c'est bon de les situer d'emblée pour se faire une tête. Ce sont vraiment des gens importants pour le 18e siècle et pour la compréhension de notre matière. Ensuite, on va aborder le point plus précis de la crise de la conscience européenne. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par là, qu'est-ce que Paul Hazard voulait désigner par là. Et enfin, on va parler des Lumières, parce que ce siècle, il est dit le siècle des Lumières. Alors, contrairement à beaucoup de périodes qui ont été nommées a posteriori, on a là un siècle où le courant, les Lumières, s'est reconnu sous ce nom. On parlait d'illumination, on parlait d'Aufklärung, on parlait des Lumières déjà au 18e siècle. Alors ça, c'est assez rare dans l'histoire littéraire. Les baroques ne se sont pas appelés baroques, les classiques ne se sont pas appelés classiques, mais les Lumières se sont véritablement appelées les Lumières. Alors ça, c'est un fait notable, ça vaut la peine de le souligner. Alors, on va pouvoir commencer donc à partir de notre point 1, contexte socio-historique. On va passer à la diapositive suivante. Après les crises et parfois la stagnation longue du 17e siècle, le 18e siècle connaît une vaste époque de croissance. Alors, je vous rappelle, mes amis, que le 17e siècle n'a pas été de tout repos.
Louis XIV avait beaucoup d'ambition, s'est lancé dans des guerres de conquête, des guerres d'expansion, s'est fait taper sur la tête une fois sur deux. Donc, les frontières qui connaissaient une certaine expansion, après ça, revenaient à la case départ, voire reculaient un petit peu. Alors, ça a été un siècle un peu tumultueux à cet égard, où les progrès réalisés ont été à peu près tous gommés à la fin du régime. Et tout ça s'est fait un peu aux dépens de la population qui a été mise à contribution par les impôts, par les taxes, par les levées de soldats. Louis XIV, à sa mort, laisse la France dans une sale période. Ce n'est pas très confortable, la vie en France, à la mort de Louis XIV. Et Louis XIV, qui a été un roi très aimé, à son décès, on va se réjouir de sa mort. Pour certains, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais pour certains, on va se dire, bon, enfin, changement de régime, on va passer à autre chose et on envisage le futur avec un petit peu plus d'optimisme. Après ce long règne de Louis XIV qui se termine donc en 1715, si ma mémoire est bonne. Alors, après la crise, vient donc cette période de croissance. On va faire le bref portrait de la France de l'époque. France qui commence avec une régence parce que le jeune Louis XV n'est pas en âge de régner. C'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils même de Louis XIV. Alors, vous imaginez comment ça va prendre quelques années avant qu'il ait la maturité requise. Alors, on va confier la régence à Philippe d'Orléans, dont on va parler dans les prochaines diapositives. La France, on va en faire un portrait tout d'abord, compte à cette époque 28 millions d'habitants. Alors, ça peut sembler peu, mais pensez qu'aujourd'hui, elle avoisine les 69 millions d'habitants. Alors, en 1789, en tout cas, le décompte officiel, c'est autour de 28 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le plus puissant et le plus peuplé d'Europe occidentale. Alors, ce n'est pas rien. Il faut se mettre dans l'esprit que la France, à l'époque, est une puissance dominante en Europe. On a l'idée que l'Angleterre a dominé depuis toujours, là, mais ce n'est pas vrai. La France a été longtemps la puissance la plus importante en Europe, et notamment à la Révolution, à cette époque-là encore. Et on pense qu'à cause de la tempête que représente la Révolution, elle a perdu un peu de sa superbe. Oui, sans doute, elle est occupée ailleurs. Elle essaie de mater la révolte populaire, mais il reste que ça demeure une superpuissance. Et les autres qui voudraient profiter justement de cette période tumultueuse pour s'emparer de la France sont gardés en respect par cette réputation vraiment enviable sur le plan militaire des Français. Alors, il n'y a personne qui va réussir à prendre avantage de cette crise politique qui mène à un changement de régime, à l'abandon de la monarchie avec l'exécution du roi Louis XVI. Alors, on en viendra à ça un peu plus tard. On commence donc par ces éléments d'information. Il y avait moins de 100 millions d'Européens au temps de Louis XIV, pour vous dire. Alors, pour toute l'Europe, on avait moins de 100 millions. Et la France, au 18e siècle, vers la fin du 18e siècle, en est déjà à 28 millions. 29 millions. Alors, c'est quand même considérable quand on y pense, en l'espace d'un siècle, qu'il y avait pu avoir une croissance de la population française qui en fait le quart de l'Europe en termes de population, ni plus ni moins. Bon, ben, il y avait moins de 100 millions d'Européens au temps de Louis XIV. Il y en aura quand même plus de 200 millions sous la Révolution française. Donc, il faudrait relativiser les chiffres que j'ai donnés là, en proportion. Il y a quand même eu croissance de la population ailleurs aussi. Alors, on cultive à cette époque plus intensément la terre et ça donne de meilleurs rendements. Ce n'est pas qu'on ignore le principe de la jachère et comment on doit préserver finalement une terre si on veut qu'elle soit plus productive, mais on va mettre ça de côté. Il y a des gens qui disent non, ça ne sert à rien, la jachère, c'est du gaspillage de laisser une terre en friche. Il faut maximiser les rendements. Mais maximiser les rendements, à long terme, ça va épuiser la terre. C'est quelque chose qu'on avait compris historiquement. On savait déjà qu'il fallait ménager les ressources, mais dans une espèce de frénésie capitaliste, on va se mettre à produire sans trop de considération pour l'impact que ça a sur la nature et ça va finir par les rattraper. Ce n'est pas par
faute de connaissances, il savait très bien que c'était quelque chose de souhaitable, une terre en jachère qu'on laisse reposer pour qu'elle puisse se reminéraliser, mais c'est quelque chose qu'on met de côté au nom de la production. On va quand même manger mieux et davantage parce que cette production complètement folle va permettre de venir à bout des famines qui ont marqué beaucoup le 17e siècle. Le 17e siècle était beaucoup plus rigoureux et respectueux justement du principe de la terre laissée en jachère, mais ça donnait moins de rendement effectivement et partant plus de famine. Ajoutez à ça qu'à l'époque de Louis XV, de Louis XVI, il y a moins de guerres que par le passé, beaucoup moins de guerres que sous Louis XIV, et les conditions sanitaires se sont améliorées, de sorte qu'on a à peu près plus de peste. Alors que par le passé, il y avait toujours des épisodes de peste qui surgissaient de nulle part. On n'était jamais débarrassé de la peste tout à fait et on voulait à tout prix éviter de revenir à une pandémie là, comme celle qu'on avait connue à la fin du Moyen Âge qui avait décimé la population européenne. On avait le souvenir aigu de ça encore. Donc, on était content de contenir par des mesures draconiennes les manifestations de peste et on y arrive très, très bien au 18e siècle. On l'a sous cloche, on l'a conservé vraiment, on l'a limité considérablement la peste à l'époque. On se soigne aussi moins mal à cette époque. Vous savez que le 17e siècle était très porté sur la saignée. Vous aviez un rhume, on vous saignait. Vous étiez à l'article de la mort, on vous saignait encore. Et partant, on accélérait un petit peu le processus. Eh bien, heureusement, on va trouver d'autres façons de traiter les gens qui ne passent pas nécessairement par la saignée. Et ça fait qu'il y a de moins en moins de gens qui meurent sous les mains des médecins. La plupart des gens vont continuer à avoir énormément d'enfants. Il y a une forte natalité à l'époque et ce qui est de formidable, contrairement au 17e siècle, c'est que les enfants, cette fois-ci, survivent la plupart du temps, alors qu'au 17e siècle, on n'était pas sûr qu'un enfant sur deux allait se rendre à 10 ans. Là. Il y avait des périodes particulièrement difficiles au niveau de la mortalité infantile. C'est mieux maîtrisé au 18e siècle. On a plus de chances de garder ses enfants, surtout s'ils dépassent la petite enfance. On a aussi une forte croissance de l'alphabétisation et du commerce, là, il faut voir sous ma manche, là, qui, à la veille de la Révolution française, là, on compte déjà près d'un Français sur deux qui est capable de signer. Alors, on a des documents qui attestent qu'à l'époque, un Français sur deux environ, et une Française sur quatre, parce que les femmes sont moins instruites, pour toutes sortes de raisons et pas les bonnes. Alors, un Français sur deux, une Française sur quatre est capable de signer son nom. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de lire Voltaire, on s'entend. Ça veut dire qu'ils ont le minimum de formation pour pouvoir former des lettres et faire autre chose qu'une croix sur un contrat de mariage ou un contrat notarié. Alors, c'est ce qui nous permet de mesurer le degré d'alphabétisation à l'époque, c'est sur ces documents d'archives où on voit des signatures à peu près à raison d'une personne sur deux, d'un Français sur deux. Le commerce international est aussi très actif à l'époque. C'est l'époque du développement des colonies. Il y a beaucoup d'échanges qui se font, beaucoup de troc, beaucoup de commerce océanique, colonial aussi. C'est le sucre, le café notamment, le coton qui est importé. Et ça grandit très, très vite. Ce commerce international-là est en pleine expansion et autour des ports français et anglais, il y a énormément d'agitation. Il faut dire que c'est une source de revenus considérable et bien sûr, on a à cœur que ça prospère, que ça fonctionne. On en parle un peu moins, mais il y a aussi l'esclavage qui bat son plein et ça, de ça, la France est beaucoup moins fière, mais elle a été partie prenante dans des entreprises esclavagistes et même un philosophe aussi admirable que Voltaire avait des actions dans des compagnies d'esclaves. C'est vous dire comment ces hommes, soucieux des droits de l'homme
était capable là, de fermer les yeux sur ceux des Noirs, en fin de compte, pour avoir pu participer à des entreprises comme celle-là. Alors, c'est facile pour nous de les juger du haut du 21e siècle et de dire, mais c'est absolument détestable et inacceptable, mais il faut comprendre que dans le contexte de l'époque, c'était des choses normales et personne aurait osé soutenir l'hypothèse, la thèse qu'une personne de race noire en valait une blanche. Là. Il y avait un racisme systémique profondément ancré dans les mentalités qui fait qu'on ne pensait pas le monde de cette manière. Alors, on s'étonne de ça. Moi, je me souviens d'avoir été très déçu quand j'ai appris que Voltaire avait des actions dans une compagnie d'esclaves. Ça m'a profondément dégoûté. Ça ne m'a pas empêché de le lire, cependant, et je persiste à dire que s'il faut exclure de la littérature tous les salauds, il ne restera plus grand-chose à lire avant longtemps. Alors, il faut relativiser un peu. La régence de Philippe d'Orléans, dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qui succède à Louis XIV à sa mort en 1715, donc, coïncide avec la relance puissante de l'économie. Alors, ça fait près d'un siècle que l'économie piétine. C'est dur pour la population. Il y a des famines, il y a des guerres, il y a ces levées de soldats qui vraiment ont grévé profondément la vie et effrité le tissu social. Alors, ça va être très intéressant de voir comment un redressement va s'opérer sous la régence de Philippe d'Orléans. Redressement spectaculaire qui va faire que la France va prospérer. Et pour une rare fois dans l'histoire, c'est le peuple qui va en profiter le plus. Parce qu'après, sous Louis XV, de mauvaises décisions vont faire en sorte que la France va s'endetter, mais c'est le pouvoir qui s'endette, alors que la population s'en tire assez bien. Et on n'ose plus trop lever des impôts parce que ça grogne quand on parle de le faire. Et il y a moins de levées de soldats, il y a moins d'entreprises militaires. Donc, finalement, on se porte assez bien. C'est ce paradoxe d'une France où le peuple vit bien, mais où le pouvoir en arrache. Ça commence avec le système qui va être mis en place par Philippe d'Orléans, qui va engager, mettre à contribution un certain financier du nom de John Law, qui va arriver avec cette innovation tout à fait intéressante, dont on est tributaire encore aujourd'hui, le billet de banque. Le billet de banque, parce que jusqu'alors, on payait avec des pièces en argent sonnant et trébuchant, et personne n'aurait voulu substituer à ça une note qui dit, bon, je vous dois tel billet, tel montant, ou échangeable contre tel montant, en pièces sonnantes et trébuchantes. Mais là, va réussir à faire admettre à la population que des morceaux de papier ont une valeur et que ces morceaux de papier-là peuvent être échangés n'importe quand dans une banque contre des louis d'or. Alors, ce n'est pas évident. Pour nous, ça va de soi. On ne se pose pas de questions. On a des billets de banque dans nos portefeuilles. Et ça va de soi de penser que si on va à la banque, ils vont être encaissés sans discuter. Personne ne va résister. Mais à l'époque, c'est une idée tout à fait neuve, là, de dire qu'un bout de papier là, qui est signé comme ça par des officiels a la même valeur que tel montant équivalent en louis d'or. Eh bien, ça va au départ fonctionner et fonctionner très bien, le papier-monnaie. Et l'expérience, au départ, semble vraiment réussie, jusqu'à temps que les gens, à cause de toutes sortes de propagande, de rumeurs, se mettent à douter que la banque a vraiment les fonds pour rembourser les gens qui voudraient décaisser, finalement, qui voudraient retrouver leur mise en argent véritable. Alors, il y a des grands princes qui vont se présenter à la banque à un moment donné, comme le prince de Conti ou le prince de Bourbon, en disant, attendez, là, je voudrais échanger tous mes billets contre de l'argent véritable. Et là, ça va mener à un mouvement de panique où les gens vont vouloir aller échanger leurs billets et on n'a pas les fonds suffisants pour leur donner, ce qui va mener à l'effondrement complet du système de l'A et à son exil, à sa fuite. L'Écossais s'enfuit de la France en 1720 après une faillite retentissante, la faillite de l'A. Alors, vous comprenez que après ça a été dur de regagner la confiance du peuple et de leur faire admettre que c'était une bonne idée de changer les pièces de monnaie contre des billets de banque. Il y aura une très grande résistance par rapport à ça. On a pu quand même, à cette occasion, vivifier l'économie
a encouragé la colonisation française à cette époque en Louisiane. Là, avait fait une grosse campagne publicitaire pour la Louisiane, pour la colonisation de la Louisiane, où il espérait installer 6 000 Blancs et 3 000 Noirs. Et on voulait garder un ratio esclave-maître pas trop déséquilibré parce qu'on avait peur de la révolte. Imaginez s'il y avait 6 000 Noirs, 6 000 Blancs, ça aurait pu chauffer. Donc, on voulait toujours garder des proportions qui permettaient de garder le contrôle. Alors là, avait des intérêts dans la Louisiane. Ce n'est pas un hasard si il fait la publicité. Ça lui rapporte directement. Il est propriétaire de compagnies qui s'occupent du développement colonial. Et ça a quand même donné des bonnes choses sous cette époque de la Régence. On a quand même réussi à diminuer le chômage. On a réussi à payer les fonctionnaires, ce qu'on n'était pas toujours capable de faire par le passé, et surtout reconstruire la Marine nationale. La Marine nationale qui était dans un état assez mauvais à la fin du règne de Louis XIV, du fait des guerres trop nombreuses d'entreprises, notamment contre l'Angleterre, contre l'Espagne. Eh bien là, on va la reconstruire. On va en faire une puissance considérable. La puissance navale des Français au 17e siècle là, est vraiment importante. C'est les Français, d'ailleurs, qui vont aller se porter à la défense du continent américain lors de la guerre d'indépendance parce que les Américains n'ont pas vraiment de flotte. C'est encore trop tôt dans leur histoire pour qu'ils aient eu les moyens de construire une flotte massive. Alors, la France va dépêcher des bateaux, 6 000 soldats pour venir épauler la guerre d'indépendance américaine. Alors, ça, c'est un événement sur lequel on va devoir revenir. Autre fait positif, Philippe d'Orléans instaure une politique d'apaisement dans le domaine diplomatique. Il fait comprendre à tout le monde, écoutez, moi, je suis un homme de paix. Je ne veux chercher noise à personne. Vous n'avez rien à craindre de la France, même si la France est puissante, même si la France est en train de se refaire une santé financière. La France n'a pas d'ambition de conquête. Et c'est le message qui est envoyé. Donc, c'est rassurant et ça empêche les pays alliés, ou enfin les pays étrangers, de paranoïer finalement et de monter une armée dans la crainte que la France tente d'envahir le territoire. Alors, ça va calmer le jeu un peu partout et ça va ouvrir une période de paix relative entre les grandes puissances. Alors, cette politique d'apaisement dans le domaine diplomatique, on la retrouve aussi dans le domaine religieux. C'est quelqu'un qui ne veut pas relancer les guerres de religion. C'est quelqu'un, Philippe d'Orléans, qui déplore la révocation de l'édit de Nantes parce que ça a eu des conséquences fâcheuses. Vous savez comment Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes, a donné finalement le départ à une crise épouvantable. C'est tous ces protestants qui ont quitté la France, qui se sont exilés avec leur fortune, leur famille, leurs idées, leur génie, leur cerveau, leurs compétences. Ça l'a fait très mal à l'économie française et Philippe d'Orléans ne veut pas répéter l'erreur, ne veut pas persécuter les protestants, les réformés. Il les laisse tranquilles, généralement. Et ce climat de paix vraiment permet à la France de prospérer. Vous avez par ailleurs le règne effectif de Louis XV qui débute en 1723, donc dans l'optimisme. Alors, vous avez un Louis d'or ici qui est frappé justement en 1723. Alors, c'est quand même intéressant d'avoir une pièce qui date de l'avènement et du règne effectif, du début du règne effectif de Louis XV, et donc qui est associé, puisqu'il y a eu cet essor économique, malgré la faillite de l'or, malgré cette expérience désagréable là, pour ceux qui ont perdu des sous, la France est sur la bonne voie. D'un point de vue économique, c'est une période de prospérité qui s'ouvre. Et donc, ce nouveau roi, on l'accueille avec enthousiasme. Louis XV sera très aimé de la population et on est content là, de le voir parvenir à la majorité. Les guerres, à cette époque, ne sont plus qu'un mauvais souvenir. La France, vraiment, semble avoir renoncé là, à ses velléités de conquête. Les révoltes aussi, et parallèlement, à partir du moment où on levait des armées, ça suscitait parfois des révoltes. Et bien là, les gens se calment puisqu'il n'y a pas d'impôts nouveaux annoncés, il n'y a pas de conscription obligatoire annoncée. Donc, on a tendance à moins se révolter, à moins s'agiter. Et vraiment, on a une période de stabilité là, sans précédent depuis très, très longtemps.
le niveau de vie des Français s'améliore. Cette amélioration est durable. Elle va s'étendre sur une bonne partie du siècle, cependant que le gouvernement, lui, paradoxalement, va avoir plus de difficultés. Ces profondes transformations économiques et sociales du royaume finissent, malgré plusieurs tentatives de réforme, quand même, donc par déséquilibrer le régime. À force de vouloir tout stabiliser au niveau du peuple, ben, on a déstabilisé la tête et le pouvoir va en arracher assez tôt. L'incurie financière, justement, du pouvoir et la faiblesse internationale aussi, parce qu'il faut admettre qu'il s'est passé des choses sur la scène internationale qui ont fait perdre à la France de sa superbe. Elle va être contrainte de signer en 1763 le traité de Paris, où essentiellement la mère patrie nous a vendus, nous a même pas vendus, nous a cédé aux Anglais. Je l'ai encore sur le cœur, celle-là, et a préféré préserver les colonies aux Antilles, finalement, la Guadeloupe, plutôt que les arpents de neige du Canada. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces quelques arpents de neige? Hein? L'expression vient de Voltaire. Hein? Quelques arpents de neige, ça désigne le Canada avec dédain. Qu'est-ce qu'on en a à cirer du Canada? Il n'y a pas grand-chose là-bas. Est-ce qu'il y a des ressources vraiment? Il n'y a pas de canne à sucre, il n'y a pas de café, il n'y a rien à aller chercher. Là. Il n'y a pas d'esclaves. Ce n'est pas intéressant le Canada. Alors, on croit qu'on ne fait pas une si mauvaise affaire en cédant la Nouvelle-France. On va s'en repentir un jour, et j'espère encore aujourd'hui. Mais on garde quand même certaines colonies parce qu'il faut préserver des revenus et préserver un peu l'honneur. Mais tout ça, ça fait très mal paraître la France et les Français ne sont pas très, très contents de ce qui s'est passé là. On avait un des plus grands empires coloniaux de l'histoire et tout d'un coup, on cède tout aux Anglais finalement pour quelques défaites malheureuses. Et il y a un manque de volonté de lutter, d'essayer de renverser la situation. On aurait pu envoyer une armée en Nouvelle-France, puis on aurait pu essayer de reprendre le contrôle de Québec, de Montréal. On ne l'a pas fait. On a renoncé et ça crée de la frustration. Alors, ça va faire de l'absolutisme la cible à la fois des rancœurs, des gens, de la population, mais aussi des ambitions. On va voir s'opposer la noblesse et le tiers-État. Le tiers-État, c'est le petit peuple qui dit, mais de quel droit ces nobles se sont arrogés tout le pouvoir, tout l'argent, toutes les fonctions et nous tiennent dans l'indigence depuis aussi longtemps? De quel droit, là? Sous prétexte qu'ils sont nés avec un titre, ils sont supérieurs à nous et on devrait endurer toutes les avanies, tous les affronts. Et là, on se met à réfléchir, puis ça n'a juste aucun sens. Au fond, c'est la servitude volontaire. Il n'en tient qu'à nous, comme disait la Boétie, de prendre une armée et de s'emparer du pouvoir. Ils sont moins nombreux que nous. On est beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'eux et ce serait facile d'en venir à bout. Alors, on réfléchit à ça et cette tension ne fait que grandir tout au long du siècle. Et ça pave la voie, bien sûr, à la Révolution française. Il y a la ville contre la campagne aussi. Il y a ces tensions entre les paysans et les citadins. Il y a ces tensions aussi entre le clergé et les philosophes. Ça ne se passe pas très bien entre les philosophes des Lumières et le clergé. Voltaire a ce cri de ralliement qui résonne fort contre la religion, « Écrasons l'infâme ». Alors, quand il dit « écrasons l'infâme », c'est « écrasons la religion », ni plus ni moins. Alors, il y a là une véritable guerre qui est menée par les philosophes contre le clergé, et guerre qu'ils vont au final remporter, en tout cas momentanément, avec à la Révolution française la transformation de certaines églises en temples de la raison. Prenez par exemple le Panthéon. À un moment donné, sous la Révolution française, ça a été transformé en étable, en écurie, ce qui n'est pas très respectueux pour une église consacrée. Et puis, par la suite, c'est devenu un temple de la raison pour honorer les idées des Lumières, pour honorer la victoire des philosophes sur l'obscurantisme religieux. À partir de 1750, la politique royale va être attaquée sur plusieurs fronts. Alors, jusque-là, ça allait assez bien parce que la population vivait dans une prospérité sans précédent. Il y avait moins de maladies, il y avait moins de guerres. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Mais là, à partir de 1750, on critique un peu plus le pouvoir monarchique.
Il y a de l'obstruction parlementaire. On trouve que les décisions qui sont prises mériteraient d'être débattues, à tout le moins, qu'on fait des choix malheureux au niveau des colonies et que si la tendance se maintient, on va finir par les perdre, ces colonies. On n'envoie pas assez de ressources, on n'envoie pas assez de soldats, on n'envoie pas assez d'argent pour les maintenir. Et c'est très imprudent parce que les Anglais, depuis longtemps, menacent de prendre le dessus sur les Français de ce côté. Il y a les mouvements de l'opinion publique aussi qui s'agitent. On entend la grogne populaire un peu partout. On remet en cause de plus en plus le symbole monarchique. Les philosophes s'attaquent au fondement de la monarchie absolue. Ils s'interrogent sur qu'est-ce qui fait que un homme peut s'élever au-dessus de tous et se dire souverain de droit divin, capable de décider de la vie, de la mort de ses sujets, de dire, mais toi, tu vas aller te battre, toi, tu vas être exécuté, toi, tu vas aller passer le reste de ta vie en prison. De quel droit, de quelle autorité? Et on s'interroge là-dessus sur les fondements du droit naturel, sur le fondement de la politique en raison. Et plus on réfléchit, plus on se dit, ça n'a juste pas d'allure, ce système. C'est complètement insensé. On a tort de le tolérer, de le maintenir, de le perpétuer. Alors, toutes ces réflexions minent bien sûr le régime et son fonctionnement. On conteste ouvertement, et on va le voir avec Beaumarchais, par exemple, au théâtre, ce régime monarchique, les nobles, le mariage de Figaro, le barbier de Séville, on se moque des nobles. Et c'est le petit valet qui leur fait la leçon et qui rappelle qu'ils ont eu la chance de naître avec un titre, mais à part ça, il n'y a rien qui les élève au-dessus de la mêlée. Donc, ça grogne pas mal et on n'a pas besoin d'être un prophète pour voir que ça pourrait exploser plus tôt que plus tard. L'utilité d'une réforme globale commence à se faire sentir à cette époque, mais suppose la remise en question de l'absolutisme et ça, le pouvoir ne veut pas faire de concession là-dessus. Le pouvoir ne veut pas renoncer à, cette puissance absolue, bien sûr, qui accompagne la monarchie depuis Louis XIV. Alors, on ne veut pas faire de concessions là-dessus, on veut bien faire des réformes pour accommoder les gens qui se plaignent, mais pas au point de remettre en cause le pouvoir absolu du roi. Sous le règne de Louis XVI, qui s'étend de 1774 à 1792, le manque d'initiative du pouvoir ne va pas laisser beaucoup d'échappatoires pour réformer le système économique, social, politique de la France. Et ça va aggraver beaucoup la situation. Les difficultés financières du régime, notamment des dettes considérables qu'on avait contractées, vont s'aggraver encore davantage au cours de la guerre d'indépendance américaine. Alors, c'est mené contre l'Angleterre, cette guerre. C'est le continent américain qui se soulève et qui veut s'affranchir de la tyrannie du roi d'Angleterre. Et ils vont demander le concours de la France. En fait, ce n'est pas un hasard parce que leurs velléités d'indépendance ont été inspirées par les philosophes français. Ils ont beaucoup lu les traités de droit français et c'est sous l'influence de la pensée des Lumières qu'ils vont entreprendre de s'affranchir comme ça. Alors, les Français sont bien malvenus de ne pas les aider après les avoir incités à l'insurrection. Et effectivement, la France va dépêcher des flottes, des soldats en grand nombre pour aider la guerre d'indépendance américaine. Mais tout ça, c'est ruineux. Les Américains disent, on va vous payer à la première occasion, on vous rembourse. Non, ils n'ont pas remboursé. On attend encore le versement du premier paiement. Alors, on s'est un peu fait rouler dans la farine à cet égard. Et dans un contexte où ça gronde de toutes parts, de contestations ouvertes, Parlement, les provinces s'agitent aussi, il y a des banqueroutes à gauche et à droite, et là, on retombe dans les difficultés économiques qui avaient vraiment grévé profondément le siècle de Louis XIV. Je vous disais que ça a été une période de prospérité pour le peuple jusque-là, mais là, ça rejoint le peuple aussi. Là la France au complet souffre à cette époque. Et le roi se retrouve obligé de lever de nouveaux impôts. Et ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Et ça passe jamais très bien auprès de la population quand on doit lever des impôts nouveaux comme ça. Et cette procédure va entraîner la convocation devant la grogne populaire d'un organe consultatif qu'on avait souvent utilisé au Moyen Âge,
mais qu'on avait relégué aux oubliettes parce que chaque fois qu'on faisait ça, ça tournait au vinaigre, c'est les États généraux. Alors, c'est quoi les États généraux? C'est quand le pouvoir décide de réunir les trois classes, finalement, le tiers-État, la noblesse, le clergé, pour discuter de l'état du royaume et de ce qu'on peut faire pour améliorer le sort des uns et des autres. En général, ça tourne toujours à l'avantage du pouvoir, mais on fait croire au peuple qu'on s'inquiète pour lui. Il s'agit de lui permettre de ventiler, d'exprimer ses frustrations. On lui fait des promesses de changement et après ça, tout le monde retourne chez soi content, pensant que les choses vont s'améliorer. La plupart du temps, ça ne s'améliore pas. Et le problème avec les États généraux, c'est que c'est l'occasion de réunir beaucoup, beaucoup de monde autour des puissants. Et ils sont plus nombreux, les gens du tiers-État, que les puissants. Et si l'idée leur vient de prendre d'assaut les nobles, ils ne seront pas capables de les empêcher d'attenter à leur vie. Alors, c'est vraiment un pari dangereux que d'accepter de tenir ces États généraux qui avaient été vraiment oubliés depuis la régence de Marie de Médicis. Ça faisait depuis 1614 qu'on n'avait pas tenu des États généraux parce que chaque fois qu'on le faisait, ça tournait mal. Ou c'était l'occasion de griefs innombrables par la suite parce qu'on ne tenait pas nos promesses. Alors, c'est l'occasion de revendications croissantes de la part de la population qui s'y présente avec un certain enthousiasme et une bonne part de naïveté. On s'imagine qu'enfin, la monarchie va tenir ses promesses et c'est en fait la révolution qui se met en marche. C'est la révolution qui se met en marche. Louis XVI n'a pas compris qu'en convoquant les États généraux, il venait de signer son arrêt de mort. À terme, c'est sa tête à lui qui va rouler à cause de ça. Alors, c'est une suite d'événements qui s'enclenchent, qui vont occasionner une perte de contrôle totale du pouvoir et c'est la population qui va en venir à bout. Alors, dès l'ouverture des États généraux, et c'est en 1789, ça vous dit quelque chose, hein? Le 5 mai 1789, dès l'ouverture des États généraux, les différents acteurs politiques en présence semblent perdre le contrôle d'événements qui se précipitent. Alors, vous savez que la Révolution française commence le 14 juillet 1789. On est le 5 mai 1789. Vous voyez comment les choses ont pu dégénérer rapidement. Ça n'a pas pris beaucoup de temps du moment qu'on a réuni tout le monde pour que ça explose, cette poudrière. Et le pouvoir perd le contrôle, les événements se précipitent. Plusieurs petites révolutions vont en fait se chevaucher et au-delà même de 1789. On parle souvent de la Révolution française comme d'un événement là, unique, mais ce n'est pas un événement unique. Il y a eu plusieurs révolutions, petites révolutions et grandes révolutions qui vont se chevaucher jusqu'en 1792. L'abolition des privilèges et du droit féodal constitue une révolution juridique. À partir du moment où on va supprimer les privilèges accordés par le droit féodal qui faisait qu'on pouvait être seigneur de père en fils, marquis de père en fils, etc., qu'on pouvait transmettre les titres. L'abolition de ces privilèges-là, c'est une révolution sans précédent parce que ça tenait depuis le début de la France, ces titres. Et là, tout d'un coup, on dit non, il n'y aura plus de titres. Il n'y aura plus de gens qui pourront se mettre au-dessus de la mêlée et se dire supérieurs parce qu'ils ont le sang noble. On abolit ça, les privilèges du droit féodal. Et bien sûr, ça ne fait pas que des heureux. Les nobles sont les plus malheureux là-dedans. Ceux qui survivent, parce qu'il y en a une bonne gang qui va se faire décapiter. Guillotinés. Il y en a beaucoup qui vont partir en exil. Ceux qui restent, en tout cas, sont assez menacés et mécontents. Il y a beaucoup de mécontentement économique, bien sûr. On n'est pas content de la situation. Il y a des révoltes en province. Il y a cet événement traumatique, mais aussi très fort symboliquement, de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, qui va paver la voie à la Révolution populaire. Alors, pourquoi la Bastille? C'est quoi la Bastille? La Bastille, c'est une prison qui symbolise le pouvoir arbitraire de la monarchie et de la noblesse en général, parce qu'on pouvait envoyer dans cette prison, sans aucune forme de procès, n'importe qui, avec ce qu'on appelait une lettre de cachet. Alors, un noble
un puissant écrivait une lettre, disait « OK, vous veuillez arrêter cet homme et emprisonnez-le. Et vous ne le libérez pas avant que je vous le dise. » Et parfois, on oubliait qu'on avait fait emprisonner quelqu'un. Alors, on envoyait comme ça à la Bastille des gens qui pouvaient y passer 2 ans, 3 ans, 10 ans, leur vie au complet, sous les caprices des nobles qui se donnaient le droit de faire ça. Et vous comprenez que c'est ce symbole d'arbitraire du pouvoir monarchique qu'on veut mettre à mal. Alors, ce n'est pas parce que la prison est importante comme telle, ce n'est pas parce qu'il y a des gens là qu'on veut libérer à tout prix, c'est vraiment parce que c'est un symbole de ce qu'on veut défaire, ce qu'on veut démolir, ce qu'on veut abolir pour toujours. C'est pour ça qu'on s'en prend à cette prison. Ce n'est pas une grande conquête, ce n'est pas un exploit extraordinaire de venir à bout de quelques gardes, de quelques garnisons. Ce n'était pas particulièrement difficile, mais symboliquement, c'était fort. C'est un geste fort et c'est pour ça qu'il est commémoré encore aujourd'hui. C'est pour ça que le 14 juillet, c'est la fête nationale des Français. C'était le début de quelque chose de vraiment important pour la suite de l'histoire de la France. Alors, le bouleversement des structures inégalitaires et financières implique aussi une révolution économique et sociale. Ça va bouillonner de toutes parts. Ce sont des changements importants qui s'opèrent, mais des changements qui se font dans le désordre et dans le chaos le plus complet. Ce n'est pas une période très agréable. Hein. Vous avez peut-être déjà vu des films qui présentent cette période dite de la terreur où, à partir de la Révolution, on s'est mis à exécuter plein de monde sans trop faire de procès préliminaires. Et même des révolutionnaires, ils vont se mettre à s'exécuter les uns les autres. Ce n'est pas une période glorieuse à tout point de vue. On a commis bien des crimes au nom de la liberté, l'égalité, la fraternité. On a un peu échappé le ballon en cours de route. On avait des idéaux très nobles, mais la violence appelle la violence et ça finit par dégénérer à bien des égards. Et les principaux révolutionnaires eux-mêmes vont être guillotinés, alors que c'est eux qui appelaient au départ à guillotiner les autres. La chute de la monarchie est confirmée en 1792 par l'exécution. Alors là, c'était culotté quand même, du roi Louis XVI. Après l'avoir emprisonné longuement, après avoir délibéré sur ce qu'on devait faire de lui, est-ce qu'on devait se montrer clément, après tout, ce n'était pas un mauvais bougre. Hein. Louis XVI n'était pas un roi impitoyable, c'était un homme assez sympathique, somme toute, et on était un peu mal pris parce que là, il fallait faire quelque chose, il fallait faire un geste, mais lequel? Dans quel sens on allait aller? Est-ce qu'on devait aller du côté de la clémence? Est-ce qu'on devait, au contraire, se montrer intraitable et dire par un geste fort qu'on rompait à jamais avec la monarchie? Et le geste fort qu'on a décidé, c'est de décapiter le roi. Et la reine aussi, qui va passer à la guillotine également. Et ça, c'était inutile un peu. En fait, c'était un peu gratuit, mais c'est une façon encore plus de marquer la coupure, si vous me permettez le jeu de mots malheureux. Alors, c'est la confirmation de cette révolution politique, la plus marquante de toutes, mais aussi la plus inattendue. Au moment de la réunion des États généraux. Quand Louis XVI réunit les États généraux, il est loin de s'imaginer que dans quelques années, il va en perdre la tête, littéralement. Alors, les événements se sont vraiment déchaînés. Alors, vous avez... Excusez-moi, Luc. Oui, allez-y. Est-ce que j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps justement sur ça, la Révolution française, mais est-ce que lui, il avait donné son nom Louis Capet, il l'appelait comme ça parce que c'est un simple citoyen, mais est-ce qu'il n'avait pas essayé de fuir avec Marie-Antoinette? Oui, oui, oui. C'est ça, parce que lui, dans le fond, il disait qu'il était pour la population, mais finalement, avec des royalistes, il a essayé de se créer un nouveau... je pense que c'est ça pas juste ça, mais il fallait qu'il y ait un symbole fort, en fait, là. Mais... Oui, tout à fait. Il y a eu des soubresauts, il y a eu des hésitations, il y a eu fuite à un moment donné et on le représente dans des films. Je me souviens d'avoir vu un film où on voit Louis XVI fuir comme ça et être rattrapé finalement, reconnu et ramené en prison. Ce sont des événements véridiques, ce n'est pas une fiction, là. Ça a eu lieu. Oups, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Qui est là depuis longtemps peut-être. Alors, ça a vraiment eu lieu et c'est une période d'incertitude. Hein. Ça a failli ne pas fonctionner, la Révolution
Révolution française. Ça aurait bien pu achoper et le pouvoir aurait été impitoyable Mais c'est un dans la véritable marche. carnage, là. Ah, c'est un On peut juste pas carnage sans nom. s'imaginer. Il C'est disait que, des dizaines de milliers de oui, personnes qui mais ont il disait que été le exécutées. sang, ça sentait le sang à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ça sentait le fer. Ah ben Parce que oui, on coupait des têtes à longueur de journée, imaginez. c'est Euh, comme, c'est- c'est comme une saignée, mais différente. oui, une saignée sans fin, finalement. Et c'était sanguinaire. Et il fallait imaginer la population, il faut se représenter la population qui s'amassait autour de la guillotine et qui avait soif de sang et qui regardait le spectacle de toutes ces têtes qui tombaient. Et après, on prenait la tête des puissants, puis on la montrait à la population, puis les gens applaudissaient, se réjouissaient de ça. Et quand on regarde ça, on comprend tout le sens du mot, du nom donné à la période, la terreur. C'est une période de terreur, mais pas juste pour les puissants, pour le peuple aussi, qui est un peu perdu dans tout ça. C'est plus à qui se vouer, à qui faire confiance. Et les révolutionnaires qui s'en prennent les uns aux autres, ça rend ça vraiment perturbant, troublant, inquiétant, cette période. Personne n'est Là, sûr parce de qu'il rien. coupait des têtes juste pour telle personne disait que telle personne avait un terrain puis que c'était un noble. Let's go. Puis là, si Oui, t'avais oui, pas de puis contact c'était dans le parfois milieu. des ragots, c'était parfois Oui. infondé. On pouvait faire guillotiner sa voisine en disant que c'était une royaliste. Alors, c'était une bonne façon de se débarrasser des gens qu'on n'aimait pas. On était très prompt à arrêter les gens suspectés de trahison, puis à les guillotiner volontiers. Alors, c'est pas les plus belles heures de la France, mais c'était une période nécessaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une révolution ne se fait pas sans verser du sang et sans soubresaut. Sauf la Révolution tranquille au Québec. Oui, c'est vrai, celle-là n'a pas tué personne, en principe. En principe. Mais c'était nécessaire de passer par là. Alors, on va enchaîner avec le prochain. On retrouve ma salle à manger encore, là, ça ressemble à ça chez moi. On va passer au prochain point qui est la crise de la conscience européenne. Et cet historien dont je vous parlais tout à l'heure, académicien français, Paul Hazard, qui a identifié les changements psychologiques et intellectuels qui ont conduit à la Révolution. Alors, c'est un historien qui vraiment examine dans le détail et avec une méthode qui me plaît beaucoup, là, qui examine pas seulement ce qui se passe au niveau des puissants, mais dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux, qui s'intéresse à tous les milieux et qui montre comment, finalement, ces événements étaient écrits d'avance. On aurait dû voir venir du côté du pouvoir cette révolution. On aurait dû être capable de la mater. On a manqué vraiment de lucidité parce qu'on appelait à cette révolution partout à travers la société. Et Paul Hazard s'est interrogé donc dans son ouvrage sur cette période de crise de conscience européenne par rapport à la politique notamment, par rapport au pouvoir religieux aussi. C'est une crise de conscience religieuse, morale également. Et les philosophes plutôt vont essayer de proposer un monde alternatif, une vision du monde sans religion, sans pouvoir monarchique, qui s'appuierait sur la raison, sur le droit naturel, sur des principes finalement beaucoup plus justes, équitables et susceptibles de servir les intérêts du peuple. Alors là, je remarque qu'il y a eu oui, Robespierre, des commentaires. Le roi n'avait pas essayé de quitter la France. Oui, oui, effectivement, Alexandre l'avait souligné au passage. Effectivement, il y avait eu tentative de fuite à l'époque. Et on peut visiter encore aujourd'hui la prison dans laquelle le roi a été maintenu pendant son procès et Marie-Antoinette aussi. Et quand on voit le milieu dans lequel ils étaient emprisonnés, ces gens habitués à des châteaux, là, ça a dû être vraiment très dur. Ce n'étaient pas des conditions carcérales vraiment avantageuses. Alors, on aborde ce deuxième point, la crise de la conscience européenne, en parlant du relativisme. Vous souvenez qu'au XVIIe siècle, au XVIe siècle aussi, on avait fait la découverte de nouvelles religions, d'autres religions, et notamment à travers l'entreprise coloniale. Du moment qu'on débarque en Nouvelle-France, en fait, ce qui va devenir la Nouvelle-France, et qu'on rencontre des populations autochtones, on est exposé à d'autres rapports à la transcendance, à la divinité, à la croyance, et c'est troublant parce que rien ne nous avait préparé à ça. Et cette découverte de d'autres religions
ajouter à la réforme, à ces religions qui, par le biais de schismes, vont se constituer et se confronter les unes les autres, ça va poser avec acuité le problème de la liberté religieuse. Est-ce qu'on les laisse tranquilles, ces sauvages du Canada, qui sont ici illustrés par Champlain? Ce sont des dessins de Champlain. Est-ce qu'on les laisse tranquilles, ces sauvages du Canada, ou on les convertit? Et la réponse vient très rapidement, on va les convertir pour les sauver parce que, bien sûr, ils sont voués à la damnation éternelle sinon. Et ça va être le travail notamment des missionnaires jésuites de travailler à la conversion massive de ceux-là. Mais il y a toutes sortes de questions qui sont soulevées par ça des problèmes que les philosophes vont vouloir examiner, interroger devant les divergences religieuses entre les partisans du protestantisme, ceux qui sont du côté des Huguenots, ceux qui sont réformés. Donc, devant la situation de l'anglicanisme en Angleterre, vous savez comment sous les Tudors, il y a eu la religion anglicane qui a été fondée parce qu'on refusait de reconnaître le divorce d'Henri VIII. Il décide de fonder sa propre religion et de rompre avec l'Église catholique. Alors, on doit composer avec ces différentes religions, ces différentes façons de concevoir le rapport au sacré, à Dieu. Il y a à cette époque les Stuarts qui vont prendre le pouvoir à la suite des Tudors. Et les Stuarts, ce sont des catholiques là, traditionnellement. Et on a bon espoir qu'avec la présence des Stuarts, l'Angleterre va revenir du bon bord. Parce que là, ils sont du mauvais bord, ils sont tombés dans le protestantisme, dans l'anglicanisme, en fait. C'est une forme de protestantisme. Et on a espoir que l'unité des chrétiens va pouvoir être restituée éventuellement, qu'on va finir par venir à bout de ces réformes, de ces divisions protestantes pour réunir tout le monde au sein de la seule et légitime Église catholique. Ça va plus ou moins fonctionner, ce souhait, avec la victoire de Guillaume d'Orange qui va s'imposer à la couronne d'Angleterre et avec la révocation de l'édit de Nantes. Guillaume d'Orange n'est pas du côté de la pacification religieuse puis de la tolérance vraiment, et l'édit de Nantes était ce traité de pacification qui maintenait la paix depuis Henri IV et que Louis XIV a la très, très, très mauvaise idée de révoquer. Alors, les crises s'aggravent, des protestants instruits vont quitter la France, vont s'implanter dans tout le reste de l'Europe et écrire beaucoup. Et ils ne sont pas les amis de la France. Alors, ils vont mener une espèce de campagne de propagande contre le pouvoir français qui les a mis à mal, qui les a forcés à l'exil. Et ce sont des gens fichtrement instruits et qui ont des moyens et qui font circuler des livres, des pamphlets et qui vont conduire toute une guerre de propagande, finalement. Alors, ça va se retourner contre le pouvoir français d'avoir persécuté les protestants parce que ceux-ci vont considérer Louis XIV comme un persécuteur. Et dans leur esprit et dans leurs écrits, protestantisme va devenir synonyme de liberté. Ça va être un symbole de liberté. Si tu es un protestant, tu es un esprit libre, tu es un libre penseur. C'est un peu paradoxal pour nous, là, parce que libre penseur et les religions ne vont pas de soi, mais pour l'époque, être protestant, c'est résister au pouvoir, résister à l'absolutisme, c'est être l'ennemi personnel de Louis XIV et du pouvoir monarchique français. Alors, vous voyez comment ça se trame au départ. Ces tensions au 17e siècle vont se perpétuer au 18e siècle. Des philosophes comme Pierre Bayle vont contribuer à l'émergence du doute systématique. Vous avez... j'ai sauté une diapositive. Est-ce que j'avais Pierre Bayle avant? Je ne sais pas. Il est peut-être après. Des fois, ça m'arrive d'inverser. Bon, je n'ai pas la diapositive en question, mais Pierre Bayle, c'est un philosophe donc, qui va écrire un essai qui est à l'origine, à bien des égards, du projet de l'encyclopédie, un ouvrage qui préfigure l'encyclopédie dont on va parler. On va revenir là-dessus. Là. Je vais retrouver ma diapositive un jour, puis on va détailler tout ça. C'est fait partie de ceux qui vont préconiser une approche sceptique, finalement, un scepticisme qui reste cependant relatif, parce qu'il va toujours garder l'idée
d'un bien à accomplir et d'un progrès à réaliser. C'est un scepticisme, mais pas radical dans la mesure où il admet l'existence du progrès, la foi dans le progrès. On est très, très attaché à cette idée au 18e siècle que les choses vont bien aller, les choses vont aller de mieux en mieux en fait, et que le bonheur est possible, et que si on y travaille avec détermination, courage, et sous l'égide de la raison, sous des principes éclairés, là, on va y parvenir au bonheur, qui est le bien suprême, et on va parvenir à progresser. Ce n'est pas vrai que l'histoire tourne en rond. Il y a possibilité de s'améliorer, il y a possibilité de s'élever, de s'édifier. Et ça, les Lumières en sont profondément convaincus. Malgré ce scepticisme qu'on constate chez Bell et d'autres philosophes de l'époque, il y a toujours cette idée d'un progrès possible, qui est très, 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 très cher à la pensée des Lumières. On a des libertés comme Gassendi ou Saint-Évremont qui, au XVIIe siècle déjà, brandissaient l'arme de la raison, mais ils n'avaient pas de doctrine formelle. Alors, ce sont pas des philosophes avec un système complet, là, à proprement parler. Ce sont des esprits assez libertins d'un point de vue philosophique, là, pas du côté des mœurs, mais du côté du libertinage philosophique, qui sont des libres penseurs à bien des égards, mais pas des penseurs systématiques. C'est l'époque, le 17e siècle, où Descartes est roi. C'est lui qui trône vraiment là, au-dessus de tous les philosophes. Il prône, lui, la confiance en la raison comme un instrument de connaissance certaine. C'est avec le jugement, avec la raison, le pouvoir de la raison, qu'on va parvenir à des connaissances, à des certitudes, à des connaissances certaines. Dans le même sens, on a un philosophe comme Malebranche, qu'on surnomme à l'époque le Platon chrétien parce qu'il écrit très bien, c'est quelqu'un de respecté par ses pairs, c'est un homme de foi, mais aussi un homme capable de philosophie qui prêche pour davantage de raisons, d'ordre, de sagesse, et paradoxalement, qui va être à l'origine du mouvement des Lumières. Un homme de foi qui a inspiré les Lumières, c'est un peu paradoxal, mais ils sont plusieurs dans cette catégorie. Vous avez donc plusieurs idées qui se brassent, notamment chez Saint-Évremont, qu'on va retrouver. Vous avez un certain Voltaire, qu'on va retrouver dans les prochains cours, dont on va parler abondamment, qui flirte avec le déisme et la religion naturelle, qui sont aussi une tentative de présenter un nouveau système. Alors, les déistes, c'est quoi finalement? C'est des gens qui ont une conception d'un Dieu comme un grand horloger, un grand maître d'œuvre qui aurait créé l'univers, mais qui, depuis, aurait cessé d'intervenir dans nos destinées. Alors, c'est cette idée que, oui, bien sûr, il faut qu'il y ait une origine à tout ça. Le monde n'a pas commencé à exister en dehors de rien du tout. Et quand on réfléchit, effectivement, c'est difficile de penser la création du monde sans un créateur. Alors, les déistes croient qu'il y a eu un créateur. Mais au-delà de ça, ils ne croient pas que Dieu intervient au quotidien dans nos vies, que Dieu décide de nos destinées, que Dieu répond à nos prières. Ils ont vraiment une conception d'un Dieu en arrière-plan là, qui observe le monde aller et qui n'intervient pas. Alors, c'est ça la conception déiste. Alors, vous avez un paquet de conceptions qui rivalisent à l'époque. Vous avez donc d'un côté les théismes, donc les religions qui admettent l'existence d'un Dieu et qui ont en commun un certain nombre de pratiques. Vous avez déjà des gens qui se réclament de l'athéisme, pour qui Dieu n'existe tout simplement pas. Et ça nous apparaît banal aujourd'hui, l'athéisme, mais c'était assez innovateur à l'époque. Imaginez un monde sans Dieu, imaginez un monde créé, mais sans créateur. Ça ne va pas de soi d'un point de vue logique. Alors, ce n'est pas une évidence. Il y a des gens qui se situent plutôt du côté de l'agnosticisme. Alors, c'est quoi l'agnosticisme? C'est des gens qui n'osent pas trancher. Peut-être que Dieu existe, peut-être que Dieu n'existe pas, je ne peux pas le savoir. La seule position philosophique raisonnable, c'est de suspendre mon jugement, de dire c'est une possibilité, mais je n'en ai aucune preuve formelle. Donc, pourquoi y adhérer? Pourquoi est-ce que je devrais célébrer le culte d'un Dieu qui peut-être n'existe pas?
Alors, c'est une position intermédiaire entre le déisme ou l'éthéisme et l'athéisme, une position mitoyenne qui est plus confortable parce qu'on ne se commet pas. L'athéisme, c'est vraiment un parti pris presque dogmatique. Dieu n'existe pas. Et ça devient, à un moment donné, un militantisme. Il y a des gens qui font du prosélytisme, qui essaient de recruter d'autres personnes dans l'athéisme, les convaincre de renoncer à la religion, et qu'eux, ils ont raison et que les autres ont tort. L'agnostique, lui, n'est pas certain de rien et n'ose pas dire que quiconque a tort là-dedans. Alors, voilà, on réfléchit à tout ça. La religion est au cœur de ces réflexions. Le déisme est une façon, en fait, une manière de refaçonner Dieu en supprimant les contraintes de la religion traditionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a admis l'existence de Dieu, puis on a dit que ce Dieu n'intervient pas dans nos destinées, donc ce n'est pas la peine de le prier, ce n'est pas la peine de lui vouer un culte. Alors, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'aller à l'église, on n'a plus besoin de s'inquiéter des sacrements et tout. Et tranquillement, on voit comment ça représente une perte d'influence pour l'Église, qui voit ça d'un très mauvais œil. Alors, les déistes, c'est les ennemis de l'Église, en fait, même s'ils admettent l'existence de Dieu. Il y a des nuances à apporter au niveau du théisme et des positions des uns et des autres, mais ça, on va en parler dans les prochains cours quand il sera question de Rousseau. On va voir comment sa conception diffère de celle de Voltaire, qui n'est pas celle de Diderot, qui n'est pas celle de Montesquieu. Alors, on pourra discuter des partis pris des uns et des autres. On va voir qu'ils ne sont pas tous unanimes, les philosophes. Ils ont chacun leur façon de se représenter Dieu. La plupart admettaient son existence. La plupart des philosophes dont on va parler étaient au moins déistes, mais d'autres étaient plus croyants encore, plus pratiquants et carrément théistes. Alors, dans le même sens, on va réfléchir aussi à l'idée de droit naturel. À partir du moment où on écarte Dieu de l'échiquier et qu'on dit qu'il n'existe pas une telle chose que le droit divin, il faut le remplacer par autre chose. Et l'idée pour remplacer ça, c'est de réfléchir au droit divin, à un droit qui serait universel, un droit qui, peu importe l'horizon culturel, peu importe l'endroit où on est dans le monde, notre formation et tout, on devrait être capable de raisonner et de parvenir à une idée de ce qui est le plus juste. Alors, dans telle situation, qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce qui est le plus humain? Qu'est-ce qui est le plus conforme à la nature? Et on va développer toute une théorie du droit naturel, finalement, pour se détacher de ce lien avec la religion, avec laquelle on entend rompre. La nature est la bonne mère que l'homme pervertit. C'est des courants déistes, c'est de ces courants déistes que va naître la libre pensée. Et on va voir que la question de la nature là, est très importante chez les philosophes, notamment chez Rousseau. Une nature qui parfois est presque divinisée. On en parle comme d'une mère et comme presque d'une entité consciente. Ce droit naturel s'oppose au droit divin et au droit paternel aussi, exercé par le roi. Le roi était le père de la patrie, de droit divin. Et ce droit naturel, on le compose par opposition au droit monarchique et délibérément pour en faire un contre-pouvoir. Les théoriciens de cette philosophie du droit naturel sont Grotius, Spinoza, Pufendorf, Cumberland, dont on va parler aussi au cours des prochaines périodes. C'est le triomphe de la science aussi, le 18e siècle. Ce nouveau siècle qui commence, pendant lequel la science va devenir vraiment une idole. On va idolâtrer la science, on va en faire quelque chose de mythique, quelque chose là, de plus important encore que la religion. C'est la nouvelle religion, en fait, pour les philosophes, la science. On ne jure que par la science. Et à un moment donné, science et bonheur sont confondus, progrès naturel et moral également. La géométrie est très à la mode. Il faut tous être géomètres, il faut tous connaître les mathématiques, la médecine, la physique. Et si on veut se distinguer dans le monde, si on veut avoir du crédit, il faut être savant. Il faut s'intéresser aux choses de la science. C'est vraiment quelque chose qui réunit tout le monde. Tous les curieux de la nature en parlent. L'Académie des sciences est même fondée pour se consacrer à l'étude des sciences. C'est l'obsession de l'époque. Oui, je suis une diapositive en retard.
Science et bonheur sont confondus, donc progrès naturel et moral également. C'est l'époque des grandes découvertes, des grandes théories scientifiques absolument formidables, comme celle d'Isaac Newton, dont on va parler. On va dire l'impact que ça a eu sur les Français à l'époque, sur la conscience populaire, sur les sciences, le progrès des sciences. Des théories vraiment révolutionnaires là, vont être déployées, vont être présentées à l'époque et vont alimenter cette foi profonde que la science peut tout expliquer. Si on peut déduire par les mathématiques une loi universelle de la gravitation et prévoir l'orbite des orbes célestes à quelques détails près, vraiment, c'est que la science mathématique est toute puissante et on a raison de l'adorer comme une nouvelle divinité. Alors, des personnages comme Isaac Newton vont devenir vraiment des vedettes, des superstars, là, comme pour le 20e siècle, un Albert Einstein, par exemple. Et tout le monde les connaît, tout le monde en a entendu parler. Ce n'est pas quelque chose pour les initiés seulement. C'est des informations qui vont être véhiculées à travers l'ensemble de la population. Vous avez le but de l'honnête homme, de l'homme à l'époque, qui devient l'honnêteté, en fait. Le but de l'homme devient l'honnêteté, c'est-à-dire une forme de politesse, de savoir-vivre, d'esprit. On parle souvent de la morale de l'honnête homme. C'est un idéal. On veut adhérer à une certaine conduite, à certains idéaux qui nous apparaissent nobles, admirables, louables à bien des égards, et qui sont faits donc de savoir-vivre, d'esprit. On aime lancer des mots intelligents. On apprend par cœur des maximes et on les balance comme ça en société, un peu comme on le faisait à l'époque de La Rochefoucauld. Et c'est la raison qui anime tous ces hommes et la foi dans la puissance critique, la puissance de l'esprit et du discernement. L'honnête homme se démarque par une culture générale étendue. Alors, si on veut être un honnête homme, il faut avoir lu, il faut avoir fréquenté les philosophes, il faut avoir fréquenté les savants, et il faut aussi avoir des qualités sociales. Il faut être bien au fait des bienséances, de ce qui se dit, ce qui doit se taire, et de manière à se rendre agréable. L'honnête homme est quelqu'un de bon. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. On a vu des films qui représentent une certaine frange de la population, comme Ridicule, par exemple, si vous avez l'occasion de voir Ridicule, où on voit des gens s'échanger des répliques assassines, des mots méchants. Oui, il y avait de ça, effectivement. Il y avait des gens qui aimaient s'échanger comme ça des répliques mortelles et défaire les réputations des uns et des autres avec une phrase bien tournée. Et ce n'est pas une fiction, ça l'existait, mais c'est à rebours de cet idéal de l'honnête homme. Parce que l'honnête homme, tel qu'on le conçoit chez les philosophes de l'époque, c'est un homme bon, c'est un homme aimable, c'est un homme agréable. Alors, c'est à rebours de la peinture qui est faite dans le film Ridicule. Les mots d'esprit de ces hommes qui fréquentent la cour sont le fait de personnes humbles, courtoises, cultivées, certes, mais capables aussi de s'adapter à l'entourage et de comprendre comment respecter les convenances en tout temps. Ils sont obsédés par les notions de décorum, très importantes pour la rhétorique notamment. Alors, qu'est-ce qui est convenable de dire à quel moment? Et le véritable honnête homme est cet homme de cour, homme du monde, soucieux de décorum. Au nom de la nature, il refuse tout excès. Il ne se laisse pas aller à ses émotions. Il sait dominer ses passions. Alors, c'est quelqu'un qui se présente comme une espèce de sage, vraiment, et qui essaie de se conformer dans sa vie, dans sa conduite, à la nature, qui réfléchit au droit naturel, à la philosophie naturelle et qui essaie d'y adhérer. C'est quelqu'un qui essaie de remplacer la religion par d'autres principes. Est-ce que, une fois, et c'était une inquiétude légitime, une fois qu'on a mis de côté la religion, une fois qu'on a dit Dieu n'existe pas, vraisemblablement. Donc, je n'aurai jamais à faire face au jugement dernier à quelqu'un à qui je devrais rendre des comptes. Est-ce que ça veut dire que tout est permis? C'est la question que pose le marquis de Sade.
Alors, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Je peux violer, tuer, voler, faire ce que je veux et n'avoir à craindre aucun autre châtiment que ceux des hommes. Et si je suis assez malin et assez fortuné, je pourrais échapper aussi à la justice des hommes. Et c'est la réponse que donne le marquis de Sade. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais d'autres vont dire, non, si Dieu n'existe pas, on a quand même l'obligation de se conduire de façon décente et dans l'intérêt de tous. Pas seulement de mon intérêt personnel, parce que je peux être privé de liberté si je fais des bêtises, mais dans l'intérêt de tous, on a ce devoir de se conduire moralement. Et on découvre avec stupeur et étonnement qu'on n'a pas besoin de la religion pour se conduire de façon morale, pour être juste, bon, généreux. On n'a pas besoin de la menace de la damnation éternelle pour traiter les autres de façon charitable. Et ça, c'est une révolution dans les esprits, parce qu'on croyait que la seule chose qui motivait les hommes à être bons, charitables les uns envers les autres, c'était la crainte de la punition divine. Mais non, l'homme est capable de bonté. Et il y en a pour croire que l'homme est bon de nature. Et parmi ceux-là, Rousseau, qui pense que l'homme est bon de nature, qu'il est né bon, mais c'est la civilisation qui l'a corrompu. On va rire de Rousseau pour cette idée, mais elle mérite d'être débattue, elle mérite d'être envisagée. Est-ce qu'effectivement l'homme naît pervers et s'édifie à travers la connaissance et la culture, où l'homme naît plutôt bon, finalement, est capable du meilleur comme du pire, selon la vie qu'il aura menée et la formation qu'on lui aura donnée. Alors, ce sont des questions importantes que se posent des gens comme Jean-Jacques Rousseau, qu'on va retrouver souvent, et notamment dans le traité de l'éducation dont il faudra parler. C'est un des grands succès de Jean-Jacques Rousseau. Il est aussi l'auteur du contrat social que vous devez lire dans le cadre du cours, contrat social que bien des révolutionnaires avaient dans leur poche. Alors, lors de la prise de la Bastille, là, le livre que la plupart brandissaient sur les barricades, c'était le contrat social de Rousseau. Alors, c'est vous dire comment ces philosophes ont pavé la voie à la révolte. Malgré eux, des fois, hein, c'est pas délibérément, Rousseau n'a pas appelé à la prise aux armes, mais on a déduit de la lecture de Rousseau que la situation dans laquelle le peuple français vivait était inacceptable et qu'il fallait y remédier. On passe au dernier point, et on retrouve un intérieur, encore une fois, 18e siècle, pour aborder les Lumières. Alors, ça me semblait approprié, ce décor très lumineux, pour parler des Lumières. Et c'est le dernier point. Et d'abord, on commence avec une définition des Lumières. Là, j'ai changé d'arrière-plan. Vous avez derrière moi la Bastille, et c'est pour marquer donc cette prise de la Bastille du 14 juillet 1789 qui marque le début de la Révolution française et le changement de régime. Quand on parle d'Ancien Régime, on parle de tout ce qui précède cette Révolution française, donc le Moyen-Âge, du Moyen-Âge jusqu'à la fin du 18e siècle. On est sous l'Ancien Régime, ce régime monarchique, mais on va s'en débarrasser en 1789, mais pas nécessairement pour de bon. Vous verrez avec Cynthia Harvey, si vous ne l'avez pas déjà vu, qu'il y a eu des tentatives de restauration de la monarchie au 19e siècle. Il y a eu des flirts avec un retour au statu quo. Et il y aura plusieurs révolutions comme ça qui vont nous ramener parfois en arrière. La marche vers la République est longue et périlleuse. Et je ne sais plus à quelle république on est rendu. Je pense que c'est la 5e République. C'est vous dire qu'il y a eu des changements. Clara, pardon, est-ce qu'on est à la 5e République? Oui, c'est la 5e. C'est bien la 5e. J'ai perdu le compte. Il y a eu changement de régime tellement souvent qu'à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Alors, il y a donc cette définition que je vous propose. Siècle des Lumières, terme qui désigne le 18e siècle, donc en tant que période de l'histoire de la culture européenne marquée par le rationalisme philosophique et l'exaltation des sciences. Alors, on l'a dit, la science est la nouvelle religion des gens de l'époque, ainsi que par la critique de l'ordre social et de la hiérarchie religieuse. Alors, ça résume à peu près tout ce qu'on a dit déjà. On pourrait s'arrêter là et conclure qu'on a dit l'essentiel, effectivement, mais on va porter ça un peu plus loin. Ce sont les principaux éléments de l'idéologie politique qui sont au fondement de la Révolution française. Cette exaltation des sciences, cette critique de l'ordre social, on n'est pas content quand on est du tiers-État d'être là et de se faire dire qu'on va devoir y rester parce qu'on ne peut pas s'élever au-dessus de sa condition. Tu es né
dans le peuple, ben, tu vas rester dans le peuple. À la limite, si tu es chanceux puis que tu fais de l'argent, tu vas peut-être un jour pouvoir acheter une charge et devenir fonctionnaire, mais ce n'est pas garanti que tu vas être capable de te maintenir parce qu'on finit toujours par faire faillite et on retourne à la case départ. Alors, l'expression était déjà fréquemment employée, les Lumières, par les écrivains de l'époque, convaincus qu'ils venaient d'émerger de siècles d'obscurité et d'ignorance et convaincus qu'ils étaient d'entrer dans une période, un nouvel âge illuminé par la raison, la science, le respect de l'humanité. C'était vraiment un sentiment là, qui était partagé par tous, par les philosophes, d'optimisme, de confiance, de cette foi profonde dans le progrès, dans la possibilité du bonheur. On y est presque, on peut y parvenir par la puissance de la raison, par la puissance de la science et en mettant de côté la religion. On va y parvenir en fait. Alors, c'est cette foi profonde là, qui anime la pensée des Lumières et sur laquelle on reviendra souvent. Les précurseurs de cette illumination, de cette période, on les connaît déjà, on en a parlé. Ce sont des gens comme Pierre Bayle, René Descartes, qui peuvent être considérés comme des précurseurs des Lumières, tout comme les philosophes rationalistes que sont Baruch Spinoza ou les philosophes politiques anglais comme Thomas Hobbes, dont on va parler, John Locke, qui reviendront souvent dans notre propos. Certains éléments de leur doctrine allaient cependant à l'encontre des conceptions empiristes et anti-autoritaires des penseurs du XVIIIe siècle. Ils vont être rejetés par ces derniers. On n'est pas tout à fait d'accord sur toute la ligne avec Spinoza, avec Locke, Hobbes. Il y a des choses qu'on discute, mais il y a une influence notable. C'est indéniable, là, puis on va chercher à l'expliciter. Les découvertes scientifiques et le relativisme culturel liés à l'étude des civilisations non européennes vont contribuer aussi à la naissance de l'esprit des Lumières, de s'interroger sur ces nouvelles sociétés dont on a pu faire la découverte au siècle précédent, les sauvages d'Amérique, de s'interroger sur les fondements de leur rapport à la religion, au droit aussi, vont nous faire progresser beaucoup. On voit comment s'organise leur société et on en tire toutes sortes de déductions. On dit, OK, ces hommes qui sont à l'état naturel, le plus proche de l'état naturel qu'on puisse imaginer, peut-être qu'on pourrait se fier à eux pour nous guider sur ce qui pourrait éventuellement remplacer la religion. Ils ont développé des pratiques, des principes de droit qui sont différents des nôtres et qui ne sont pas aussi marqués par l'influence de la religion. Peut-être qu'il y a lieu de s'inspirer de ça pour réformer nos propres politiques et repenser notre rapport à la religion et au sacré, etc. Alors, cette confrontation avec les civilisations non européennes, nouvellement découvertes, va alimenter beaucoup la réflexion des Lumières. Les Lumières, c'est aussi une méthode de pensée. Hein. Plus qu'un ensemble d'idées déterminées, les Lumières impliquaient une attitude, une méthode de pensée. Alors, dans les précurseurs, j'aurais dû faire avancer les diapositives. Là. Je les ai mentionnés, mais je ne les avais pas présentés encore. Thomas Hobbes, John Locke, qu'on va retrouver dans les prochains cours. John Locke qui a donné son nom à un personnage de la série Lost. Alors, si vous avez suivi Lost, vous vous souvenez peut-être de ce personnage un peu mystérieux de John Locke. Il est nommé ainsi, et ce n'est pas un hasard, par référence à John Locke, et ça a une incidence sur l'intrigue. Mais passons. Donc, plus qu'un ensemble d'idées déterminées, les Lumières impliquaient une attitude, une méthode de pensée. Les incohérences et les contradictions étaient nombreuses dans les écrits des penseurs du 18e siècle. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a vraiment un discours homogène, que tout le monde est d'accord, que tout le monde pense la même chose. Ce n'est pas vrai. Il y a des disputes formidables et notamment des querelles mémorables entre Voltaire et Rousseau qui se sont affrontés tout au long de leur existence et même jusque dans la mort. Parce que quand j'ai visité pour la première fois les caveaux du Panthéon, vous savez, là où on garde les cercueils des hommes illustres, je suis arrivé à un moment donné sur la tombe de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Je ne croyais pas la trouver là et ça m'a ému. J'aime beaucoup Jean-Jacques et j'étais là devant sa tombe. Je me suis dit, ah, quel moment d'émotion quand même. Je ne savais pas qu'il était là. Et là, tout d'un coup, je me retourne et vis-à-vis de la tombe de Jean-Jacques Rousseau, juste de l'autre côté, on a placé Voltaire.
Alors, jusque dans la mort, les deux se regardent, s'observent et continuent leur querelle. J'ai trouvé ça assez frondeur, finalement, parce qu'à l'origine, Rousseau n'avait pas été enterré là. On va déplacer ses restes comme ça et on le met face à Voltaire. C'est assez schnappant. C'est pas chic pour Rousseau, qui a eu à souffrir beaucoup des moqueries de Voltaire. Alors, vous voyez une illustration ici de l'encyclopédie, des volumes de l'encyclopédie. On va parler beaucoup de l'encyclopédie dans les prochains cours. Vous savez ce que c'est une encyclopédie, vous en avez consulté. Remarquez qu'on le fait de moins en moins ou on le fait en ligne. On consulte Wikipédia aujourd'hui et parfois avec dédain, et on ne devrait pas parce que Wikipédia a fait des progrès formidables. Wikipédia devient tout à fait fiable à certains égards. Il y a des articles de qualité qui sont rédigés. Et je dis pas ça seulement parce que j'y contribue moi-même. J'ai écrit quelques articles, mais parce que c'est vrai, on a fait des tests, on a fait des tests à l'aveugle entre des articles tirés de l'Encyclopédie Britannica, Universalis et Wikipédia, et on a soumis ça à des spécialistes, et les gens ne pouvaient pas déterminer lequel était Wikipédia. Et disaient que c'était aussi fiable les uns que les autres, en fin de compte. Donc, n'allez pas penser que Wikipédia, c'est vraiment que des informations de seconde main ou de mauvaise qualité. Il y a de plus en plus de contributions sérieuses à Wikipédia. Et ce projet, il est l'héritier de ce grand projet de l'encyclopédie dont il nous faudra parler assez longuement parce que c'est une révolution intellectuelle qui va mettre entre les mains de tout un chacun un savoir colossal. Et qui va contribuer aussi à mettre à mal le pouvoir monarchique. Parce que du moment que les gens se mettent à réfléchir par eux-mêmes, ils en viennent au constat que ça n'a juste pas d'allure de tolérer le pouvoir arbitraire de la monarchie. Alors, ils aimaient, les gens des Lumières, se qualifier de parti de l'humanité, et pour s'attirer la faveur de l'opinion publique, ils vont écrire toutes sortes de pamphlets. Des tracts anonymes. C'est une époque de propagande dans tous les sens, propagande qui parfois émane du pouvoir lui-même, mais aussi le plus souvent des exilés, des ennemis du pouvoir, ces protestants qui se sont réfugiés à l'étranger, qui écrivent pour vilipender le pouvoir monarchique, pour se venger, pour régler ses comptes avec lui, pour l'ébranler, parce qu'ils le sentent fragile, justement. Alors, on écrit des pamphlets, des tracts anonymes, on rédige des articles aussi pour des revues, des journaux fraîchement créés. On va rédiger des articles pour l'encyclopédie. Alors, tous ces philosophes dont on a parlé, sur lesquels il faudra revenir, Voltaire, Rousseau, Diderot, bien sûr, et d'autres encore, très nombreux, vont écrire des articles, souvent anonymes, où ils n'osent pas trop signer parce qu'ils se permettent des critiques qui peuvent être vraiment mal reçues du pouvoir ou du clergé, qui vont mettre en cause l'ordre établi et qui vont contribuer, encore une fois, à préparer la Révolution française. Alors, c'est un visage qu'on va retrouver souvent, Denis Diderot, parce qu'on va voir que c'est un des instigateurs du projet de l'encyclopédie. C'est un auteur que j'affectionne particulièrement et qui mérite d'être lu pour autre chose que pour l'encyclopédie. Il a fait des contributions intéressantes aussi, et notamment au niveau épistolaire. Il faut lire ses lettres à Sophie Voland. Il faut lire aussi la supercherie qui est la religieuse, et on en reparlera, mais il y a des productions tout à fait intéressantes. Les bijoux indiscrets, une œuvre érotique, tout à fait sympathique. Vous avez donc ce mouvement cosmopolite, qui n'est pas un mouvement spécifiquement, uniquement français. Alors, il est basé en France à bien des égards, mais il regroupe des penseurs à travers l'Europe, partout à travers l'Europe. Ça serait vraiment chauvin de dire que c'est un mouvement exclusivement français, quand en fait, il regroupe des gens aussi différents et de pays distincts comme Emmanuel Kant et David Hume, Kant en Allemagne et Hume en Angleterre. En Écosse, en fait. On pourrait ajouter à ceux-là un certain Cesare Beccaria en Italie, un certain Benjamin Franklin, ça devrait vous dire quelque chose, en Amérique, et un certain Thomas Jefferson, ça aussi, ça devrait vous dire quelque chose, dans les colonies britanniques d'Amérique, qui entretiennent tous des contacts étroits avec les philosophes français.
Alors, ils collaborent eux-mêmes activement au mouvement, ils vont entretenir une correspondance, ils vont échanger des idées et la pensée d'un Benjamin Franklin, la pensée révolutionnaire d'un Benjamin Franklin, d'un Thomas Jefferson est directement influencée là, par le mouvement des Lumières. Là, c'est un anachronisme, là, mais c'est ma montre qui n'arrête pas de sonner. Je n'aurais pas dû la garder. Durant la première moitié du 18e siècle, plusieurs chefs de file des Lumières vont être emprisonnés pour leurs écrits. Alors, ce n'est pas une période où on peut tout se permettre et on peut tout dire ce qu'on pense. Là. Il y a des gens qui vont être arrêtés et qui vont être enfermés. Et parmi ceux-là, un certain Denis Diderot, qui va séjourner à la prison de Vincennes. Je me souviens que la première fois que j'ai visité le château de Vincennes, j'étais tout ému de me retrouver dans la cellule où avait passé 2 ans de sa vie, je pense, Denis Diderot, pour avoir écrit Lettres sur les aveugles à l'intention. Non, je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas, Lettres sur les aveugles à l'intention des non-voyants. Je ne me souviens plus. Enfin, je reviendrai, là, c'est une confusion, une bulle au cerveau. Je vais mettre un erratum à la suite du vidéo. Alors, il est emprisonné là et à un moment donné, Rousseau le visite il y a ce moment très intéressant où Rousseau dit « Je veux participer à un concours, voici ce que je pense dire et faire ». Et Diderot lui dit « Non, non, il faut prendre le parti contraire ». Alors, Rousseau va écouter le conseil reçu de Diderot qui lui parle à partir de sa prison et défendre une thèse paradoxale dont on va parler bientôt, on va revenir là-dessus, et finalement remporter le concours de l'Académie des sciences qui va le mettre sur la map, qui va le faire connaître. Alors, il doit ça à son ami Denis Diderot qui l'a conseillé depuis sa prison. Alors, ils communiquent entre eux, ceux-là, ils échangent, ils sont des amis, ils sont parfois des ennemis, des rivaux, ils sont parfois en chicane, en froid. Rousseau va finir par rompre avec tout le monde. Il finit en misanthrope, détestant le monde, fuyant la persécution. Mais il y a eu des moments où ils ont collaboré entre eux. Ils ont eu à se frotter à la censure gouvernementale, aux attaques de l'Église, et ils vont parfois se solidariser et s'entraider dans différents projets, dont ce projet de concours de l'Académie des sciences. Les précurseurs, donc, je les ai nommés tout à l'heure, Cesare Beccaria, lui, il est italien, Benjamin Franklin, ça fait partie de ceux qui pavent la voie à ces réflexions, à cette révolution. Les dernières décennies du siècle vont être marquées par le triomphe du mouvement en Europe et en Amérique, c'est-à-dire que les Lumières, finalement, l'emportent sur le clergé, l'emportent sur la mainmise qu'avait la religion à l'époque, et tout le monde s'y rallie volontiers parmi les grands penseurs de l'époque, et même les nobles qui ne mesurent pas, qui sont en train de se tirer dans le pied, parce qu'adhérer aux idées des Lumières, c'est adhérer à l'idée de droit naturel, de justice naturelle qui met à mal tout le système nobiliaire et monarchique. Et dire, ouais, moi je suis du côté des Lumières, quand on est un noble, c'est appeler à sa propre perte, c'est appeler à sa propre décapitation, parce que ultimement, si on va au bout du raisonnement, ça veut dire l'abolition des privilèges. Alors, ce n'est pas idéal. Dans les années 1770, les philosophes de la seconde génération vont recevoir des pensions gouvernementales, et c'est un peu paradoxal, et prendre le contrôle d'institutions culturelles prestigieuses, alors qu'ils sont en train de travailler au démantèlement de la monarchie. Alors, c'est une stratégie peut-être pour les gagner. La monarchie dit vaut mieux avoir ses ennemis très près de soi, mais en les faisant entrer comme ça dans l'appareil du pouvoir, la monarchie ne fait que précipiter sa chute. Quand vous avez des esprits éclairés qui travaillent au gouvernement, le gouvernement se met à dysfonctionner tout d'un coup, là, parce que c'est dans l'intérêt des Lumières, justement, de saboter le gouvernement. Il y a une augmentation spectaculaire du nombre des journaux à l'époque, de livres publiés, qui va garantir aux Lumières, aux penseurs des Lumières, une large diffusion. Alors, ce qui a fait leur succès extraordinaire, ce qui a assuré finalement le succès du mouvement, c'est cette expansion spectaculaire des publications, la diffusion de leurs idées à travers des articles, à travers des pamphlets, à travers toutes sortes de volumes qui sont publiés et qui sont traduits rapidement.
Les lettres anglaises, par exemple, de Voltaire vont être traduites très, très rapidement et vont circuler à travers toute l'Europe, ce qui fait que les idées avancent rapidement. Il y a des expériences scientifiques qui sont menées, des écrits philosophiques qui sont à la mode dans différentes couches sociales. On fait circuler aussi ces informations au niveau de la population lettrée. En fait, ceux qui sont capables de lire vont être au fait de ces idées, de ces pensées révolutionnaires, de ces découvertes scientifiques. Même auprès de la noblesse et du clergé, il y a des gens qui lisent et qui voient venir un peu les problèmes, mais n'y peuvent rien. La marche du progrès est irrésistible. Vous avez cette idée un peu folle, ce pari de philosophes comme Voltaire, qu'on peut imaginer un pouvoir absolutiste, un pouvoir fort qui reposerait sur des principes philosophiques. Alors, Voltaire rêve à un moment donné d'un despote éclairé. Et dans son œuvre, va reconnaître Frédéric II de Prusse comme le modèle, le prototype du despote éclairé. C'est un homme qui est un admirateur de Voltaire. Alors, Voltaire tombe dans le piège du narcissisme. Pardon, il se laisse gagner par les compliments de Frédéric de Prusse et croit pour un moment que c'est une avenue possible. Alors, on pourrait venir à bout du système monarchique tel qu'on le conçoit en France pour remplacer le roi par un tyran, mais un tyran qui serait un philosophe. Un tyran qui aurait à cœur l'intérêt de tous et pas seulement d'une caste et qui suivrait le droit naturel et les principes de philosophie et tout. Donc, il rêve de ça et il voit en Frédéric de Prusse quelqu'un de cette trempe. Hélas, ça ne sera pas le cas. Frédéric de Prusse est bien un tyran, est bien un despote, mais il n'est pas si éclairé que ça et la lecture de Voltaire n'a pas suffi. De même, en la personne de Catherine de Russie, qui est une grande admiratrice de la culture française, qui va correspondre avec Denis Diderot, on s'imagine qu'il y a possibilité pour des monarques, finalement, d'être des hommes, des femmes respectables. Mais très, très tôt, on va être désabusé. Très tôt, on va comprendre que ces gens, Joseph II d'Autriche, Catherine de Russie, Frédéric de Prusse, ne sont pas si éclairés qu'on le pense. Vers la fin de la Révolution, donc vers la fin du 18e siècle, des changements importants vont se produire dans la pensée des Lumières. Sous l'influence de Jean-Jacques Rousseau, on le retrouve ici, le sentiment et l'émotion vont devenir des éléments aussi respectables que la raison. Alors, jusqu'à présent, on avait pour obsession que la science, que la raison chez les Lumières, mais il y a une sensibilité nouvelle qui s'éveille à la fin du 18e siècle, et c'est cette période qu'on a appelé le pré-romantisme. Alors, ce n'est pas étonnant de savoir qu'elle connaît son avènement, le pré-romantisme connaît son avènement à ce moment où on se laisse aller à parler davantage d'émotions, de sentiments. Et un des fers de lance de ce pré-romantisme, c'est Jean-Jacques Rousseau avec la nouvelle Héloïse, donc, qui est marquée par l'expression des émotions, des passions. Alors, ça devient quelque chose de considérable, de respectable, d'envisageable, au même titre que la raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'à vouer un culte à la raison, on peut aussi faire place aux sentiments et à l'émotion et aux passions. Dans les années 1770, les écrivains vont étendre le champ de leur critique aux questions politiques et économiques. On se permet de plus en plus d'audace, on se permet de critiquer directement le système politique. Des gens comme Montesquieu vont proposer des nouveaux modèles pour la vie civique, la vie politique, et conclure que le meilleur modèle, ce n'est pas la monarchie. Le meilleur modèle de gouvernance, c'est probablement le modèle républicain. Et ce n'est pas un hasard si aux États-Unis aujourd'hui, au moment où on a mené la guerre d'indépendance américaine, on s'inspire des idées des Français. Là. Et on a lu les philosophes français. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, l'Amérique est une république à la mode de celle des Lumières, telle que pensée, telle qu'envisagée par Montesquieu, avec un partage du pouvoir entre différentes instances, le Congrès, le Sénat, donc et la Chambre des représentants et le président. Alors, cette conception-là, cette vision politique, c'est celle des Lumières et elle va être mise en application dès le 18e siècle et elle va survivre jusqu'à aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, là, on est tributaire, aux États-Unis à tout le moins, de cette vision républicaine qui persiste aussi en France, avec des modifications, avec des petites révolutions, avec des ratés parfois, mais néanmoins, c'est quand même cet idéal républicain mis de l'avant par Montesquieu qui triomphe encore aujourd'hui. On n'a pas décidé de revenir à la monarchie en France et ce n'est pas près d'arriver. Même s'il y a des héritiers des Bourbons qui réclament qu'on leur accorde un peu plus d'importance. Alors, de la vie générale, le siècle des Lumières, finalement, va aboutir à la Révolution française. C'est quoi la conséquence logique, la suite logique là, pour cette philosophie des Lumières? C'était irrésistiblement la Révolution française. On ne pouvait pas faire autrement que d'en venir à s'en prendre au pouvoir. Tout dans les écrits de l'époque préfigure la Révolution. On peut déjà voir venir la Révolution chez Beaumarchais au début du siècle. Tout au long du siècle, on voit des textes qui appellent plus ou moins ouvertement à la Révolution ou sous le lèvement populaire. Et c'était écrit dans le ciel, on ne pouvait pas y échapper. Comme elle incarnait de nombreux idéaux des philosophes, la Révolution, dans ses phases de violence, cependant, entre 1792 et 1794, va contribuer à discréditer, du moins de façon provisoire, ces idéaux aux yeux des contemporains. Parce que vous avez toute cette Europe qui s'enflamme, qui est touchée par les idées des Lumières et qui embarque dans le projet et tout. Mais là, ils assistent à toute cette violence dont on rapporte là, les extrémités un peu partout dans les médias, dans la presse de l'époque. Ça circule l'information dans les journaux de l'époque et on se rend compte de ce qui est en train d'arriver, que les Lumières ont abouti à une période de terreur sanguinaire où le sang coule à flot et on se dit, c'est ça les idéaux de droit naturel, de justice et d'équité qu'on voulait implanter, c'est ça qu'on voulait substituer au pouvoir monarchique. Et il est beau le progrès. Et du coup, on perd momentanément foi en cette idée de progrès, en cette idée que le bonheur est possible. Tant qu'il y a des hommes, il y aura de l'hommerie. Et on est un peu désespéré de voir à quelle extrémité. Heureusement, on va retrouver ses esprits et tranquillement, l'ordre va être rétabli progressivement en France. Mais l'idée du progrès ne sera plus jamais la même, ne sera plus acceptée comme une évidence irrésistible. On va maintenant l'accompagner de doutes. On va se dire, ouais, ben, le progrès, mettons, peut-être le progrès scientifique, certainement. Le progrès des sciences, des techniques est indéniable et irrésistible. Mais le progrès moral, mes chers amis, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas vrai que tout ça, cette culture, ces réflexions, ces ouvrages nous ont menés à devenir de meilleurs hommes. C'est pas vrai que la fréquentation des livres, forcément, va faire de nous de meilleurs êtres humains. Et ça, c'est désespérant d'en arriver à ce constat. Parce qu'on avait une foi profonde, qui était celle aussi des humanistes, que les études nous menaient à devenir meilleurs d'un point de vue moral. Et ce qu'on découvre, c'est que pas forcément. Chez certains, ça marche. Chez certains, on arrive, à force d'érudition, à des modèles d'humanité. Mais chez d'autres, malheureusement, il n'y a aucun progrès qui est observé du point de vue de la moralité. Et on connaît tous des figures de grands intellectuels qui sont des enfants de salauds de première. Et ça, c'est désespérant. Et pour moi, c'est une déception douloureuse à chaque fois que je suis confronté à ça. Quelqu'un qui a fait un parcours intellectuel, qui s'est rendu au doctorat, mais qui est un être médiocre et méchant. Je trouve ça intolérable. Pour moi, là, ça atteint ma foi profonde, mes idéaux. Ça me bouleverse, ça me chagrine profondément parce que j'y ai cru. J'y ai cru longtemps que les études nous rendaient meilleurs, meilleurs moralement parlant. Et je dois en faire mon deuil aujourd'hui. Pourtant, les Lumières lègue un héritage durable au 19e et 20e siècle. Le 18e siècle va marquer le déclin de l'Église et c'est pas rien, ça. Remarquez qu'au Québec, nous, on n'a pas retenu la leçon. Les Français se sont détachés pas mal de l'influence de l'Église et jusqu'à même
avoir une relation assez saine et sereine avec l'Église aujourd'hui, alors que les Québécois, eux, ont eu à composer avec une Église qui a essayé de les contrôler à tous les niveaux, qui les a écrasés à bien des égards, qui a été vraiment une puissance de pression et dont on a voulu se débarrasser radicalement avec la Révolution tranquille, plutôt, oui. Alors, nous, ça a été un peu plus compliqué, notre parcours au Québec, mais certainement, le 18e siècle va marquer pour la France le déclin de l'influence de l'Église, même si par la suite, on fait notre paix avec elle et on vit assez bien dans la société française avec l'Église, malgré qu'on a imposé la laïcité, vous savez, dans l'éducation, et l'Église n'a plus un mot à dire à cet égard, et c'est tant mieux. Ça a ouvert la voie au libéralisme politique, au libéralisme économique, pour le meilleur et pour le pire, et franchement, c'est peut-être pour le pire, si vous voulez mon avis. Et ça va susciter des changements démocratiques dans le monde occidental. C'est-à-dire que les idéaux des Lumières vont trouver des échos un peu partout à travers le monde. La Révolution américaine va enflammer les imaginations. Les peuples vont rêver d'indépendance, vont rêver de s'affranchir de la souveraineté des peuples fondateurs, en fait, de l'Angleterre, par exemple. Et les velléités d'indépendance existent encore aujourd'hui dans certaines nations, comme au Québec, comme en Écosse, comme en Catalogne. Il y a encore des gens qui rêvent d'indépendance et ces idées puisent leurs racines souvent dans la pensée des Lumières. Alors, c'est un peu cet héritage que nous a laissé les Lumières qui vit encore avec nous, qui nous accompagne encore aujourd'hui. Le siècle des Lumières apparaît donc à la fois comme un mouvement intellectuel, mais aussi une période historique marquée par des événements décisifs qui ont des échos finalement jusqu'à aujourd'hui encore, là, qui ont été profondément déterminants pour l'évolution de nos sociétés. Alors voilà, ça marque la fin de notre parcours. On se retrouve à nouveau sur la place Louis XV, place de la Concorde, devant la même fontaine qui était là au début du cours, et devant ce même Palais de la Marine et Palais des Monnaies, Hôtel de la Marine et Hôtel des Monnaies, que je vous invite un jour à aller voir de plus près. C'est vraiment une place magnifique. Ne vous avisez pas de traverser n'importe comment. Vous allez y perdre la vie. Il y a un trafic fou. C'est une espèce de rond-point et les gens circulent dans tous les sens, là, et c'est terriblement dangereux. Mais parfois, pour des cérémonies, bon, pour le 14 juillet, on ferme, on fait des défilés, puis on a l'occasion de circuler. C'est vraiment magnifique comme coin. Et on est juste à côté du jardin, des jardins du Louvre aussi. Donc, ça vaut le détour. Alors, j'arrête l'enregistrement là-dessus. Je me rends disponible pour une période de questions. Et sinon, je vous dis bonjour et à la semaine prochaine.